du 9e Festival international. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Madame Janice Gross, qui est professeure émérite de français et d'arabe à l'université privée Liberal Arts, l'université Grinnell College, à Grinnell, la ville de Grinnell, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. Donc, elle nous vient des États-Unis spécialement pour le festival. Madame Gross enseigne la langue, la littérature et la culture, notamment celle du monde francophone, et plus particulièrement celle qui se rattache au théâtre et à l'activité théâtrale. Elle a une activité qui est en relation directe avec notre pays, puisqu'elle a traduit une pièce de notre ami Slimane Ben Issa, et elle a publié de nombreux essais en langue anglaise sur les auteurs algériens de la littérature, du théâtre et du cinéma, comme Ben Issa, Aziz Chouaqi, Fellag, même de la musique, Meissa Bey, etc. Donc c'est une, j'allais dire, c'est une connaisseuse et une amie de l'Algérie que nous recevons aujourd'hui. Sans trop tarder, je lui donne la parole. Je vous en prie, madame. Bonjour tout le monde. Je suis d'abord très émue de me trouver devant vous et d'être pour la première fois de visiter votre pays. Et donc ça me réjouit. Je suis aussi très intimidée par le fait que je ne suis ni arabophone, ni d'origine maghrébine, enfin sans vraiment beaucoup de contacts avec des connaissances que je pense que vous êtes beaucoup plus expert que moi. Pourtant, j'ai beaucoup observé et j'apprécie l'occasion d'être ici pour le théâtre. Ça va? Est-ce que ça continue? Oui, ça compte. Oui, ça va? J'entends pas trop. Ok, je continue. Ça va? Plus fort. Oh, voilà. Oui, bien plus. Oh là, non, c'est trop fort. Je vais me reculer un peu. Bon, alors, c'est trop fort. C'est bon? D'accord. Bon, alors, en tout cas, je voulais surtout vous dire que j'ai l'habitude de présenter mes idées devant mes étudiants. Donc, je vais parler aujourd'hui un peu dans ce contexte, en imaginant, puisque vous êtes la plupart des étudiants, ça me rassure. Donc, je suis dans le bon endroit. J'ai préparé un survol, dans un sens, du théâtre, comme j'ai imaginé. Mais je voulais aussi commencer par trois citations. D'abord, trois citations qui parlent de la femme. Et ces trois répliques qui font partie de mon corpus mettent en parallèle la triple problématique qu'affronte la femme maghrébine, celle de s'affirmer comme individu libre dans sa singularité, ce que j'appelle le devenir femme, celle de revendiquer une égalité et son droit de dire et de se dire dans la société, c'est-à-dire le devenir citoyen, et le sens de trouver sa place dans un avenir commun, collectif, ce que j'appelle le devenir pluriel. Ce sont des tensions aussi signalées par Étienne Balibar dans la notion d'égale liberté, le rapport entre l'égalité et la liberté. Ces exemples qui mettent en œuvre l'entrecroisement de deux processus, celui d'individuation et celui d'intégration,
un contexte qui demande un lieu de parole où peuvent coexister la prise de parole du jeu et la possibilité d'être entendu. Raison pour laquelle l'auteur Maïssa Bey insiste sur la pratique d'une double transgression. Oser dire, mais aussi, et insiste, cela est encore plus grave dans notre société, surtout pour une femme, oser se dire, se dévoiler. Ce lieu de passage entre lieu de parole, à la fois réel et symbolique, et l'écoute du public, et surtout celui qu'offre le genre théâtral. Bien que mes exemples viennent du contexte algérien, où ils sont explicités et élaborés dans le théâtre lors des années en particulier de 1990. Les injustices envers les femmes ne se limitent pas au monde maghrébin, puisque les injustices vécues par les femmes se reproduisent dans bien d'autres contextes, hors du Maghreb, comme nous savons tous. Raison de plus pour nous inviter à remarquer bien la portée transnationale d'un certain nombre d'adaptations et traductions qui ont été effectuées à partir des créations algériennes et auxquelles nous ferons également référence pour discuter des enjeux de l'interculturel. En dépit de ressemblances, il faut pourtant souligner la certaine spécificité historique de la femme algérienne et son rôle déterminant dans la lutte pour la libération, un rôle trop souvent oublié. Combat historique d'un engagement acharné suivi d'une déception cruelle liée à l'exclusion de la sphère sociopolitique du projet national. Réalité qui explique peut-être pourquoi le discours algérien des femmes met plus en avant la notion de participation que celle de différence, ce qui est plus habituel dans les discours féministes d'autres pays. Je propose des démarches théâtrales à la recherche d'une passerelle entre l'affirmation du jeu féminin dans sa singularité et une aventure à autrui, entre une parole transgressive d'une part et réparatrice d'autre part. Quel effet sur la réception pourra avoir la mise en scène du jeu au féminin? Je commence mes propos avec Kateb Yassine, quelqu'un que vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi, même personnellement parmi certains. Mais en tout cas, dans l'œuvre de Kateb Yassine, je commence avec lui parce que c'est lui qui a beaucoup il a beaucoup se concentré sur l'importance de la femme à plusieurs niveaux. Nejma, bien sûr, est le premier visage de femme, celui de l'idéal emblématique de la nation. Elle est née d'un amour à la fin réel et allégorique qu'il exprime dans ce que Christiane Chollet-Achour exprime comme l'expression d'un lyrisme au masculin. Mais après, il y a le deuxième moment, le deuxième visage, celui des femmes oubliées de l'histoire. Et on va là, ce que Christiane Achour indique comme prise de position féministe du citoyen Kateb. Les pièces que je mentionne n'ont jamais vraiment été jouées et elles n'ont pas été éditées avant 2004 dans l'édition des femmes. Des femmes qui sont représentées, ce sont des femmes de l'histoire, la Kaïna ou Diha, chef de tribu ancestrale, cette reine des Berbères du 7e siècle, en combat contre les envahisseurs arabo-musulmans, pour qui, à cette époque, une femme libre les scandalise.
À la fin, dans le combat, comme pour la libération, trop de nos âmes sont tombées, que les femmes prennent la relève. Le récit suivant, c'est un récit romancé de Saoud Nissa, La Voix des femmes, qui reconstruit l'action courageuse d'Aïcha, sauveur de son peuple, confronté au siège douloureux de Tlemcen. Ici, résistance, sacrifice et astuce sont des armes de celles qui combattent pour la liberté et l'indépendance de la nation. Mais est-ce le seul moyen pour qu'une femme ordinaire puisse se libérer de son altérité pendant les années 1990? Kateb Yassine a été interviewée par Tassadit Yassine en 1987, donc ça fait 1 an avant les émeutes de 88, et ce qu'on considère souvent comme le premier automne arabe, et c'était aussi juste avant son décès. Et c'est ici on voit ces femmes de l'ombre qui sont privées et qui privent le pays de leur participation à l'identité nationale. Alors là encore, on voit l'importance de participer et l'exclusion, en ce cas-là, du point de vue sociopolitique. Et aussi la question de l'image de la femme qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ici, le refus de voir les femmes chez nous telles qu'elles sont, le refus de reconnaître les femmes participe aussi de ce refus de soi. La réponse théâtrale des années 90 témoigne d'une prise de conscience à la fois scénique et éthique face à ce manque de reconnaissance des femmes telles qu'elles sont, pour ce qu'elle est et pour la manière dont elle peut contribuer au pays, et face au désenchantement d'une société menacée par la montée des islamistes, les femmes voyant leurs droits limités sont sommées de sortir du silence. Et le théâtre le reflète avec 3 pièces, en rupture avec les pratiques théâtrales précédentes. Les trois pièces, enfin je mentionne ici seulement les 2 premières pièces parce que ça représente un mode monologique, un monodrame, et la 3e pièce est la pièce de Slimane Benaïssa qui s'appelle Au-delà du voile. Mais ça fait partie du même groupement parce que toutes ces pièces ont été présentées à la fois en France et en Algérie. Et donc, avec cette possibilité, moi j'ai choisi un corpus auquel je peux avoir accès. Je ne suis pas arabophone, je dois m'excuser auprès de ça, mais en tout cas, les pièces sont, comme vous voyez, Fatma de Mohamed Ben Ghataf et Baya d'Aziz Chouaki. Entre 1990 et 92, dans un pays en pleine crise sociopolitique, 2 spectacles notables accordent aux personnages féminins, femmes ordinaires dans leur vécu, une femme de ménage, Fatma, et une femme au foyer, Baya. Pas du tout une femme, pas du tout instruite, ni l'un ni l'autre. Une prise de parole en solo, totalement libre et sans précédent sur la scène algérienne qui avait laissé peu de place aux femmes, comme sujet de drame au moins, en rôle principaux ou comme professionnels de théâtre. C'était seulement le contexte qui décourageait cette participation. C'était pas la volonté. Et les actrices ont toujours joué un rôle très très important. En fait, souvent en coproduction avec les metteurs en scène et les auteurs. Fatma de Mohamed Ben Ghataf, considéré le premier monologue féminin d'une femme de ménage qui respire, qui bouge, qui parle librement en étendant son linge sur la terrasse 1 fois par mois. Et ce jour, pour la pièce, c'était le jour de la libération. Donc, encore le symbolique des
de libération qui est vraiment vrai pour elle sur la terrasse, mais pas dans la vie. Baya met en scène ce qu'on considère l'inconscient féminin d'une femme au foyer face aux vieilles photos qui font surgir le décalage entre le passé et l'actualité de sa vie algérienne. 3 pièces marquées par le jeu au sens de ludus et le mois des actrices algériennes de renom, notamment Sonia dans le rôle de Fatma et Dalila Elilou dans le rôle de Baya de Chouaki. Et ensuite jouant la sœur cadette dans Rakouya Nashkoun de Benaïssa. Les pièces de Ben Ghetaf et Benaïssa continuent à être jouées en traduction et adaptation devant des publics variés, sans prendre une ride selon la critique, alors que le récit de l'histoire par Baya sera reconstruit dans le même esprit, mais autrement dans l'œuvre théâtrale de Chouaki, comme dans la pièce populaire Les Oranges. Fortement ancré dans l'histoire algérienne et dans l'actualité sociopolitique, chaque création met en avant le jeu de témoignage, de la vie personnelle et d'introspection au féminin. Donc dire et se dire. Une voix qui cherche à se situer dans un moment marqué par les remises en question identitaires en Algérie. Comme j'ai déjà mentionné, l'émergence du fils et les émeutes, etc. Et par le désenchantement national face aux espoirs brisés de l'indépendance. Le malaise et la perte de sens du pays se reproduisent dans ce qu'exprime la femme seule et aliénée dans ces pièces. Mohamed Ben Ghetaf, homme de théâtre prolifique, donnera le premier monologue, comme je viens d'indiquer, et Sonia, la talentueuse actrice qui a pris le rôle, a reconnu cette rare opportunité pour ce qu'elle avait, ce désir, je cite, ce désir d'aller au bout de soi-même. Un dévoilement du miroir intérieur d'une femme de ménage, et peut-être femme tout court. L'actrice Sonia trouve que, et je cite, « Il y a un peu de moi et un peu de chaque Algérienne dans cette œuvre, et c'est en même temps un appel d'air frais pour le futur féminin. » Comme j'ai dit, Fatma deviendra une pièce culte d'une portée internationale comme celui de l'actrice Sonia. Je vous signale que les adaptations que j'ai notées, c'est pas du tout une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres, mais heureusement on peut avoir accès à Internet pour vérifier où ils sont et comment on peut les récupérer quelques-uns. En fait, je voulais récupérer pour vous un petit extrait. Ce sera une mise en scène de Brahim Haney de 1990. C'est simplement un choix que j'ai fait parce que ça me permet de trouver un petit morceau. C'est surtout le parler qui est important. الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر استغفر الله العظيم. Ce sont des extraits, donc c'est pas très logique. الدنيا راحت في الثلاث ونسات بكيو معاها، ولكن عمي الحاج هادشي راه ما بقاش. هذا العيد واجب على الواحد يزور حبابو. اسمع اخويا جمال، راك ولد حومتي وما خاصك حتى شي. مي جو فو فينيغ مي زيتود. اي بور فيغ كوا؟ باغيه تخدمي باش تخرجي وانا مستشي كتف جمل. هيا جوز
اسمع ولدي جمال، الشريعة كتقول لا يتم الزواج إلا برضا الطرفين. مدرستي الحلوة، مدرستي الحلوة. Quant au Baya, c'est un très jeune homme à l'époque, Aziz Chouaki, à peine de 21 ans, avec un style qu'il appelle multimédia, où il y a des bribes de pensée nommées zapping. Il devient un dramaturge malgré lui, parce que Baya était un roman à l'origine, publié en Algérie, et puis a été repris par Jean-Pierre Vincent, pour être adapté pour la scène française en 1991. Je reviens peut-être à ça. Voyons, vous avez la référence. Pour lui, Baya est une pièce, et je cite, où la femme algérienne ne sera pas traitée de façon partiale, univoque, sèche. On lui avait toujours dénié sa sensualité parce que subversive, montrer une femme contradictoire, sensible et surtout libre dans sa tête, qui refuse à sa manière, c'est-à-dire non intellectuelle, la doxa du pouvoir. Baya aime physiquement et surtout, elle le dit, en plus, à la première personne, sacrilège dans un pays de moustaches. C'est Chouaki. Et la boîte de photos qui tombe lui offre ce que Chalet Auchour, Christiane Achour appelle le tiers espace de la photographie. Entre Baya et son mari Salah, il y a cet échange. C'est la boîte photo qui vient de tomber. Et elle trouve une photo qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Elle réagit à cette photo. C'est un style très impressionniste, comme vous voyez. C'est le style, comme on appelle, l'inconscient. Ça va un peu partout, à gauche et à droite. Ce qui passe par la tête, c'est ça ce qu'elle dit. Mais en plus, il y a aussi un processus d'anamnèse, c'est-à-dire un travail actif qui représente un peu l'analogue ou la correspondance avec le travail ménager qu'elle est en train de mener et le travail bien plus laborieux de la mémoire. C'est l'idée de Paul Ricoeur sur cette idée de se souvenir et de faire un processus d'anamnèse. Mémoire qui reproduit les faits et le désarroi d'une recherche active pour remonter le temps et revenir sur le traumatisme occulté ou refoulé. Et en ce cas-là, c'était celui des violences du lendemain de l'indépendance. Un inconscient féminin d'un langage aussi fracturé que sa façon de se situer dans son état d'esprit et celui du pays. Et donc, vous avez ce « je me laisse aller », etc. Mais quand même, il faut se tenir, sinon tout est foutu. C'est pour ça que le pays ne tourne pas, tout le monde se laisse aller. Pièce aussi controversée, parce que elle a été fortement critiquée pour le thème nostalgique de l'amitié entre Baya et Marie et sa famille Pied-Noir, dont le père était ami de soi-disant Camus, personnage inventé avec un clin d'œil, bien sûr, d'Albert Camus. La pièce a surtout attiré des reproches, désignant Chouaki comme un traître, nostalgique des Pieds Noirs, et c'est son mot à lui, salaud de la nation. Baya met en évidence une mise en scène du retour de réprimés, mais loin d'être destructeur, son récit innocent sert à témoigner des moments dénués de haine. Freddy Rockem, dans son ouvrage Performing History, désignera cela comme les faits réparateurs.
restorative potentials. Et Shuaki admet, ayant voulu au passage égratigner le mythe selon lequel les pieds sont tous des salauds. Donc c'est cette idée de revenir à une parole transgressive dans un sens, mais surtout réparatrice. Dans la même année, en Algérie, 1990, Rakuya Nashkoun, situé Mon frère, moi qui suis-je, de Slimane Benaïssa, donne libre cours à la dispute entre deux sœurs sur le port du voile. Mais c'est seulement un sujet déclencheur, offrant un approfondissement de deux altérités féminines et de deux Algéries, tiraillées entre des modèles antagonistes issus de la tradition et de la modernité. Parole de femme, là encore, une autre fois, en toute franchise, d'un jeu subversif et ludique, avec des échanges pleins d'amour et d'humour. À partir d'un titre qui insiste sur le questionnement identitaire de la sœur cadette, si tu es mon frère, alors moi qui suis-je, la pièce ose dire les non-dits. Située à cheval entre le monologique et le dialogique, la sœur aînée par des chants et la cadette en aparté parlent chacune de son côté, mais aussi en échange l'une avec l'autre. La pièce a connu une destinée voyageuse assez importante, comme vous voyez, selon les adaptations. Mais il y a aussi pour et contre le voile, si au début, mais beaucoup plus important, un flot de souvenirs qui vont au-delà de la question du voile. Nouveau titre en français, Au-delà du voile. Deux crises entrelacées, celle du dedans, une recherche d'émancipation pour devenir femme dans un univers patriarcal et musulman, et celle du dehors, la vraie menace, celle du pays face à l'avenir à la veille de la décennie noire. Et ça, c'est l'aînée, la sœur aînée qui explique, après avoir... Enfin, il y a une scène amusante où elle se moque de son mari. Les hommes croient nous avoir donné la liberté. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur liberté dépend de tellement de choses. En réalité, ils partagent avec nous leur dépendance. En dépit d'une thématique spécifique à la femme algérienne, la portée universelle du ton revendicatif, le droit d'avoir des droits, comme a dit Hannah Arendt, au-delà a eu et continue à avoir un parcours assez étonnant entre l'arabe et le français et traduit en de nombreuses langues. La pièce n'a été représentée qu'en 1990 en Algérie. Mais après, la pièce a dû voyager pour retrouver sa place dans un répertoire français, de langue française. Grâce surtout à la metteuse en scène Agnès Renaud et à son adaptation, y compris assortie d'un dossier... Oh, voilà. Attends, je vais vous montrer ça. Oui. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas la scène à laquelle j'avais fait référence, mais voilà. Et vous allez voir ici, vers la fin de la pièce, Au-delà du voile, il y a un échange entre les deux sœurs et arrive la sœur cadette qui est la rebelle. Elle propose de faire ce que si elle était imam. Elle dit mufti. Si j'étais imam, qu'est-ce que je ferais? Bon, alors ici, je commence.
كل مجتمعات، وكل مجتمعات لها دين، وكل الثورات في العالم يا إما تدخل في صراع مع الدين يا كان سبب لتعزيز الدين. الدين هو سمعة كل بلاد وسمعتنا الإسلام لا غير. أختي العزيزة أنا داكور معها. أنا داكور معها. أنا ثاني داكور معاه. أنا ثاني داكور معاه. ما تفهمناش على المفهوم ما تفهمناش عليه. أختي العزيزة أنت حوستي تلمو تفهمي حتى حبيتي تفهمي المفهوم. بزاف عليك والله غير بزاف. إما لا صمتي لا مفهوم آخر. C'est l'arrivée du vrai imam. Il fallait que ce soit joué par un homme dans la représentation arabe. Et ça, c'est bien sûr Slimane Ben Aissa qui se présente à la place de l'imam. يا الخوة جبتونا الإسلام الله يكثر امثالكم، لكن الإسلام سمعة للناس كيفاه ترضوه للأصل عفاس. أصلنا هو الدين الدخلاني، محال ينكروا الدين البراني. ما غرتنا الأيام وعرفنا الشياطين قبل الإسلام. ربي يرزقنا. Bon, alors, pour comparer un peu cette possibilité en arabe à ce qui a été fait en français, c'était dans la mise en scène d'Agnès Renaud, où l'arabe, d'abord la langue, devait être remplacée par une force scénique et représentation scénique au lieu de dépendre de la langue arabe et des chants, surtout des chants de la sœur aînée. Dans la représentation d'Agnès Renaud, il y avait une adaptation en ajoutant une troisième voix. Donc c'est une femme qui parle arabe et qui réunit un peu les deux sœurs et qui va et vient entre les deux sœurs. Alors que dans la version originale, c'était la langue qui avait transporté les deux femmes ensemble pour qu'elles se parlent. Et chanter et dire ce qu'elles avaient dit en aparté. Donc c'était complètement différent, une adaptation pour un autre public, mais cette adaptation a eu pas mal de possibilités. Comme vous voyez, il y avait entre 2004 jusqu'en 2014 cette mise en scène, mais bien d'autres un peu partout dans le monde. Et j'ai rencontré ce matin Agnès Renaud. J'ai fait un travail assez poussé sur la comparaison entre ces deux mises en scène en Algérie et en France. Et Agnès Renaud, elle va présenter aussi une pièce dans 2 soirs qui s'appelle Le Petit Boucher. Donc, elle continue à s'intéresser au-delà du voile et peut-être elle a dit que ça peut continuer éventuellement, mais la dernière représentation était en 2014. Je vais vous jouer un tout petit morceau. C'est un échange assez intéressant qui est passé par la télévision française dans l'émission du Sénat. Et ça réunit l'auteur et les 2 actrices de cette... c'est pas ça. Oui, j'oublie, pardon.
se libérer du voile, c'est voiler son passé? Est-ce qu'il faut renier ses origines pour avancer vers la modernité? Quelle est votre réponse à vous? On va commencer par vous, Radija. Le problème ne se pose pas pour moi intimement, c'est-à-dire dans le sens où je ne me voile pas, je n'ai pas de problématique qui se pose avec le voile lui-même. Maintenant, ce qui me touche à travers la pièce, c'est nos voiles intérieurs. C'est en quoi la pièce, et c'est là où je la trouve vraiment superbe, c'est qu'elle ne pose pas que la problématique politique du voile ou même religieuse, c'est l'incidence intime chez chacun, et on le ressent aussi à travers les spectateurs, parce que certaines personnes disent mais en fait nous-mêmes on se retrouve confrontés à ces problématiques de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la modernité, par rapport à ses origines, et ça devient une pièce universelle. Et à ce titre, le voile, ça devient un petit prisme très révélateur. Myriam Loussif. Ça résonne chez des chrétiens, ça résonne... Oui, je suis désolée, mais il faut continuer. Avec moi, malheureusement. Je continue avec deux autres pièces qui représentent un autre point de vue sur le jeu féminin. Ce sont deux pièces... Non, c'est pas ça. Ah si. J'ai rangé un peu différemment les trois pièces, mais les deux dont je vais parler, c'est 1962 de Mohamed Kassimi et le roman adapté Bleu, Blanc, Vert de Maïssa Bey, adapté pour la scène. Ce qui arrive très souvent à ces écrits. Ici, chaque scène met à nu, justement, le tiraillement intime et tragique dans deux altérités. Deux prises de conscience où le jeu au féminin reste sur un pays d'égalité avec l'homme, tous les deux face au même tragique, celui du destin individuel face au destin collectif. Les deux victimes et prisonniers d'une histoire entre deux guerres en miroir, entre 1962 et 1992. Deux métaphores condamnées à rester vides, comme la réponse à la question « Qu'avons-nous fait de nos 40 ans ?» Question qui a suscité la création de Bleu, Blanc, Vert de Maïssa Bey. La théâtralité et l'équilibre des forces entre des subjectivités opposées dans les œuvres ont suscité plusieurs adaptations théâtrales de Maïssa Bey, en particulier Entendez-vous dans les montagnes. Et bien que ces œuvres se concentrent souvent sur l'exil avec le maintien d'un équilibre entre les subjectivités opposées, ce qui amène à dire qu'elle préfère avant tout penser la littérature comme un point de convergence où se retrouveraient et se reconnaîtraient tous ceux qui tentent de rejoindre l'humain en l'homme. Dans le cas de Garib et Nadia, chacun est libre de choisir. C'est le diktat du corps qui explique leurs choix respectifs. Lui choisit de vivre dans la Gueule du Loup, en France, et elle de rester avec sa classe d'élèves pour leur apprendre à chanter au bruit des violences à l'extérieur. Encore une fois, c'est surtout le corporel qui est mis en relief entre les deux personnages. Et les deux personnages dans Bleu, Blanc, Vert, c'est un couple marié aussi qui doit affronter leurs propres espoirs et la déception qu'ils ont chacun de leur côté rencontrée. La partie suivante, toutes les pièces de la catégorie suivante ont été créées par des femmes et représentent la force dominante d'une parole à la fois transgressive et réparatrice dans un lieu de passage intime
au sein d'une communauté de femmes de diverses origines, âge, expérience et vie. Chaque exemple a eu un retentissement au-delà du Maghreb et auprès des publics variés. Actrices, créatrices et femmes ordinaires, ces exemples représentent un avenir. Ces textes aussi représentent... Il y a trois auteurs, ou trois exemples plutôt, que je vais présenter rapidement. Il y a Fatima Galère qui est complètement inconnue, ou peut-être pas complètement, mais elle n'est pas très connue dans le monde arabe, mais elle est très connue ailleurs, parce que de langue française, c'est une femme algérienne, et le théâtre en langue française doit toujours commencer par l'œuvre prolifique de Fatima Galère. Nouvelliste à l'origine, sa carrière théâtrale a commencé sur la scène américaine à New York avec Princesse, avant que la pièce soit reprise en 1991 par Jean-Pierre Vincent, encore une fois, tout comme pour Baya. Et publié en anglais et en français. Axé sur la femme dans toutes les expériences corporelles et émotionnelles de la vie. Elle représente les pièces où il y a fille, mère, grand-mère, enfant, belle-mère, femme stérile, femme enceinte, femme en train d'accoucher et même transgenre. Son approche cherche à offrir une solution, parfois en ayant recours au réalisme magique, par exemple dans Les coépouses où le secret de l'ancêtre met fin au désir du mari au lieu de remplacer sa femme sans enfant par une très jeune fille. Dans le cas de Princesse, elle a même changé la fin. Parce elle a trouvé que c'était trop injuste pour Princesse et la jeune génération de filles. Un autre cas, c'est celui de Rihanna, comédienne. Et à un moment donné, elle faisait partie de la troupe nationale de Béjaïa, devenue metteuse en scène et puis dramaturge avec, à mon âge, je me cache encore pour Fumée. Sa première pièce écrite en français qui a été suivie d'une adaptation cinématographique. Et l'idée du récit, lui, est venue aussi au même moment, en 1990, au début des années, au moment où il y avait des violences contre les filles. Elle écrit, comme elle dit, pour donner la parole aux femmes qui ont été exclues parce qu'elles étaient femmes. Le décor d'un hammam, lieu d'une liberté totale, réunit 9 femmes, chacune avec son propre récit, ses croyances et les ennuis de sa vie. Le centre d'intérêt est constitué par la jeune fille enceinte qui échappe à sa famille. Le film est considéré le premier film créé par une femme arabe et joué par des femmes arabes où il y a autant de nudité. Rihanna a promis de le mettre sur Internet elle-même pour que les Algériennes puissent le voir. À Paris, devant le théâtre où jouait sa pièce, elle a été aspergée d'un liquide inflammable. Je ne sais pas si on a le temps de montrer ça. C'est un petit extrait de Rihanna. Vous pouvez le voir sur Internet si ça vous intéresse. Je vais conclure après ça, je promets. Ce sont des extraits seulement pour le film. Mais qui va faire quoi? Amir Deloulidi. On s'en va qui va tuer ton bébé? Rouya, ton frère.
Même mon mari ne sait pas. Et tout à coup, j'ai vu un homme. Un vrai. Je me suis mise à courir vers lui. Je bondissais, légère comme une gazelle. Le soleil m'illuminait. C'est d'une très mauvaise qualité. L'odeur de sa sueur. Porte l'odeur. Viril. Et toi, ça va? Ça va. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit qu'elle venait? Ah non, c'est pas moi, c'est Fatima qui m'a... Enfin, je dis... Tant que... Dieu lui en trouvera. Bien sûr, Louisa, il a que ça à faire, Dieu. M'illuminait. Le vent m'apportait l'odeur de sa sueur. Porte l'odeur. Viril. Et toi, ça va? Ça va. Et toi, ça va? Ça va. Ta mère, ça va? Ça va, ça va. Et ton mari, ça va? Il a trouvé du travail? Dieu lui en trouvera. Bien sûr, Louisa, il a que ça à faire, Dieu. Pour continuer et conclure, j'ai trouvé... Ça continue? Ok, voilà. Pour continuer et pour conclure, j'ai choisi une pièce qui n'est pas du tout connue, probablement. C'est une pièce qui existe entre la scène professionnelle et le vécu quotidien, entre l'intime et le domaine public, une autre forme de participation de la femme ordinaire qui peut être réalisée grâce aux projets conduits dans des centres culturels, des associations et des ateliers. Pour les femmes dépossédées de leur parole dans la vie publique et à qui on avait toujours dit de se taire, se mettre en scène répond à la double problématique de trouver la liberté et de s'affirmer, de devenir femme, et l'égalité d'être prise en compte et écoutée par autrui. Donc, aspirer à un devenir citoyen et un devenir femme. Le bruit du monde m'est rentré dans l'oreille, offre un cas exemplaire, titre qui se réfère à un jeu à l'écoute du plus grand monde. Travail de collaboration né au sein d'une maison de la culture. Il réunit des groupes de parole de femmes du Blanc-Ménil, en région parisienne, un collectif, quelques-unes d'entre nous, une dramaturge professionnelle, Elsa Solal, et un metteur en scène, Philippe Boulet, le seul homme de l'équipe, dans ce que Boulet appelle une opération commando pour s'emparer de l'art du théâtre. Invités à se dire, à partir des témoignages de leur vie, de pensée et de mémoire, des femmes invisibles dans leur communauté et qui n'ont jamais mis le pied sur une scène, arrivent à se mettre en spectacle, corporellement pour certains, si elles veulent, ou prises en charge par la parole d'autres femmes, dans un drame qui transforme l'altérité en participation et partage avec autrui. Reliant le référentiel du monde, à savoir les réactions des femmes du quartier face aux violences de 2005. C'était vraiment la raison pour laquelle elles ont commencé à s'interroger sur cette question. Et le vécu des femmes du quartier du Blanc-Ménil. Cette création collective met en évidence la potentialité du théâtre, à la fois comme acte d'affirmation polyphonique, où chaque jeu individuel réussit à s'engager en jeu scénique, comme acte collectif à la fois social et théâtral. Oser dire, se dire, jouer et partager, le texte finit par être mis en scène devant de divers publics. Localement d'abord, et puis en tournée, et finalement sur la scène prestigieuse du Théâtre du Rond-Point à Paris. En fin de compte, les femmes exclues de leur parole dans la sphère publique finissent par expliquer ce qu'elles avaient découvert d'elles-mêmes et ce qu'elles veulent.
voilà, c'est l'idée. La citation, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Donc ça représente cette idée de décider pour elles-mêmes comment elles veulent être vues et de participer à cette façon de se présenter. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.